It brings a tear. Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre avec la romancière et traductrice Ryoko Sekiguchi à l'occasion de la publication de son nouveau roman aux éditions POL intitulé 961 heures à Beyrouth, enregistré mardi 8 juin 2021. I cried so much. Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Merci Ryoko, c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Ah, vraiment, je suis ravie d'y être. Ah oui, pardon. Oui. Donc ce soir, nous allons parler entre autres, parce que je pense qu'on abordera aussi un petit peu, parce que le livre s'y prête, votre dernier livre paru aux éditions POL, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. C'est un livre que vous avez écrit suite à l'invitation à Beyrouth de la maison de la culture, Maison des écrivains. la maison des écrivains de Beyrouth, qui est, je crois, dirigée par Sharif Majdalani, qu'on a reçu à plusieurs reprises ici, et qui est toujours un plaisir d'accueillir. C'était en 2018, vous êtes resté 1 mois et demi, et le livre, vous l'avez écrit l'année dernière, c'est le livre qui était au programme de la mission qui vous était confiée. Mais avant d'aborder le livre, comme c'est la première fois que vous venez, j'aimerais quand même qu'on revoie un petit peu votre parcours, parce que je pense que vous avez un parcours extrêmement intéressant. Voilà, donc vous êtes né au Japon. Oui. Et vous êtes arrivé à Toulouse, à À Paris. Toulouse, oui, bien. Ah oui, Voilà. tout à l'heure. Mais avant d'arriver à Toulouse. Mais voilà. Et à Paris, vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 97, donc ça fait un petit peu dedans. Et pourquoi vous êtes venu à Paris? Qu'est-ce qui vous... Alors, c'est à la fois un parcours assez, disons, banal, on peut dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens donc, qui sont venus, par exemple, pour leurs études, après, qui restent. Donc, je fais partie de ces gens donc, qui sont venus pour finir le 3e cycle d'histoire de l'art. Mais en arrivant, avant de venir, j'étais déjà poète, si on peut dire ça, de façon professionnelle, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire poète professionnel, mais il se trouve que j'ai eu, quand j'étais encore lycéenne, un prix littéraire qui m'a permis de me faire publier. Donc, au Japon, quand j'ai arrivé ici, j'avais déjà 2 ou 3 livres derrière moi en japonais. Et en arrivant ici, en France, je découvre ce qui est une chose normale, que contrairement aux autres domaines d'art, où par exemple on peut montrer les photos, on peut jouer à la musique, la littérature, il faut qu'on écrive en français. Oui. Et donc c'est comme ça que je commençais à me traduire et envoyer dans les revues littéraires et ensuite la dernière année, donc le 3e année, avant de repartir au Japon, donc avant la fin des études, j'ai envoyé les manuscrits chez POL et voilà, c'est comme ça que mon premier livre est paru et j'ai décidé de rester ici. Alors, pour ceux qui sont intéressés, nous les avons à la librairie, parce qu'ils sont toujours disponibles. Les deux livres de poésie parus chez POL, c'est un premier en 2001 qui s'appelle Calque, et le deuxième en 2005 qui s'appelle Héliotrope. Donc, ce sont des livres que vous avez écrits d'abord en japonais, que vous avez traduits vous-même en français. Voilà. Parce que c'est quand même, il y a quand même une forme très particulière. On n'est pas sur de la poésie. Sur des vers. Oui, c'est un peu. Oui, c'est très hybride. Et il y a beaucoup de petits blocs qui flottent. Oui, et donc c'était la période où j'écrivais d'abord en japonais et que je me traduisais en français. Et ensuite, après, je commence à écrire directement à la fois en japonais et en français, donc simultanément. Et ensuite, maintenant, après, j'écrivais à la fois en français et en japonais, mais des livres différents. Oui.
Et donc, c'était comme si, en fait, c'était un peu schizophrénique. Donc, comme si j'existais, enfin, à la fois comme auteur japonais et auteur française, mais les contenus de livres étaient différents. Et l'année dernière, pour la première fois, j'ai sorti un livre, enfin réuni de 3 livres en français. Donc, c'est-à-dire que je me suis traduite de français en japonais, vers le japonais. Donc, j'étais à la fois auteur et traductrice du livre, ce livre en japonais. Et donc là, ce livre, donc aussi à Beyrouth, je suis en train de le traduire. Et ça sera toujours le livre. Enfin, je serai toujours auteur et traductrice de ce livre en japonais. Oui, finalement, vous êtes dans les pas d'écrivains comme Milan Kundera ou Nabokov, en définitive. Oui, alors que dans les 12 sens, en fait, c'est un peu n'importe quoi, mais j'aime bien ce genre parce que ça change tout le temps. Parce que c'est-à-dire que au début, donc je commençais à me traduire, et ensuite j'écrivais dans les 2 langues simultanément, et ensuite séparément, et ensuite et donc je ne sais pas comment ça va évoluer après. Oui, et j'aime bien beaucoup j'aime beaucoup ce genre d'évolution perpétuelle. Parce qu'en définitive, bon, on va peut-être pas passer après tout notre temps sur le bilinguisme, mais finalement, quand vous êtes ici à Paris ou là en déplacement en France, ou même à Beyrouth, puisque vous avez dû parler français à Beyrouth, vous pensez en français maintenant ou vous pensez toujours en japonais et vous faites une traduction simultanée? Alors, je pense que ça dépend de... Au début, c'était très, 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 très difficile de me traduire en japonais ce que j'avais écrit en français. L'inverse n'était pas vrai, parce que de français en japonais, c'était plus facile, parce que, en quelque sorte, c'est... Je dirais pas c'est vers la liberté, mais vers la liberté de contenu. Il y a moins de tabous. En japonais? En français. En français. Alors que, bien sûr, enfin, le japonais, c'est ma langue maternelle, donc c'est vraiment bourré de tabous. Et bien sûr, il y a des choses que, par exemple, ce que j'ai sorti l'année dernière, c'était le livre que j'ai écrit suite à la triple catastrophe de Fukushima, donc dans lequel bien sûr, j'écris aussi un peu de critique par rapport au gouvernement, et puis que je dois traduire en japonais. Bon, ce n'était pas, ce n'est pas que c'était difficile techniquement parlant. Ce n'était pas pour ce n'était pas sur la langue elle-même que c'était difficile, mais c'est plutôt que comment je vais m'arranger avec tous ces tabous. Est-ce que je vais les cacher? Est-ce que je vais modifier? Est-ce que je vais les laisser tels quels? Oui. Parce qu'en même temps, quand on prend un livre, par exemple, comme Nagori, qui est un livre donc écrit en français sur alors, c'est pas ce concept, parce qu'on ne peut pas parler pour ceux qui l'ont lu, mais ceux qui ne l'ont pas lu, Nagori, c'est un mot très particulier qu'on accole à peu près tout ce qu'on veut en japonais, qui vient définir ce quelque chose alors, très particulier qui est de la nostalgie de la saison qui se finit. Donc on peut parler Est-ce que là on pourrait parler de Nagori du printemps? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas seulement sur les saisons, mais aussi sur toutes les choses en fait qui viennent de nous quitter. Donc on peut parler de Nagori d'un voyage. Oui. Je ne sais pas si on peut être Nagori de confinement, mais bon. Oui, non. On peut, enfin, voilà. Donc on dit, c'était bien. On était bien enfermés. D'accord. Donc, alors, ça, c'est un autre aspect donc, de votre travail littéraire. Avant qu'on passe vraiment à la question de la gastronomie, parce que ça aussi, ça a beaucoup d'importance, et le livre sur Beyrouth. Mais
j'ai l'impression que vous marchez comme ça, vous fonctionnez par étapes. C'est-à-dire que vous commencez par utiliser ces mots japonais pour faire comprendre à la culture là, en français cette espèce d'étendue comme ça qu'il peut y avoir, d'écart dans la langue, et qui doit vous servir à vous dans la compréhension des choses, et pas à moi qui suis, par exemple, absolument pas... qui ne parle pas du tout japonais. La notion de nagori, il faut que je fasse ce travail dessus, si vous voulez, de compréhension, alors que pour vous, c'est naturel, et en même temps, le français... Alors, non, excusez-moi, je ne suis pas très clair. Je vais reprendre. En fait, est-ce que la langue française est plus simple ou plus évidente que la langue japonaise à pratiquer comme ça, où il y a des subtilités que nous, on ne peut pas comprendre, mais que vous voyez sur le français? Alors non, en fait, je ne pourrais pas dire si en fait plus simple, plus subtil. La comparaison ne se fait pas sur ce niveau-là. Et puis aussi, je pense souvent, par exemple, sur ce livre Nagori, comme c'est presque, je pense que c'est le seul livre qui porte le nom japonais, et comme une sorte de le livre entier et la traduction de ce mot, en fait, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que justement qu'en tant que lecteur français, que vous deviez faire tout ce travail pour comprendre cette notion. Et justement, non, parce que je pense que ce sentiment de la nostalgie de quelque chose qui s'en va, c'est assez universel. Et simplement, il y a des cultures où le mot pour le dire n'existe pas. Voilà. Et par exemple, après la sortie de ce livre, quand j'ai fait les rencontres dans les régions plutôt du Nord, en France, il y a beaucoup de gens qui ont dit ah oui, non, mais nous aussi, quand on se quitte, on agite la main jusqu'à ce qu'on ne voit plus la voiture, voilà. Et il y a une sorte de sentiment vers la personne qui partent, alors que simplement ils disaient mais on n'a pas le mot pour le dire, mais le sentiment existe. Oui, c'est ça. Et on va passer donc alors, est-ce que c'est une rencontre, la gastronomie, c'est la cuisine qui j'imagine comme ça prend beaucoup de place dans votre vie, parce que par ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Ryoko Sekiguchi a un compte Instagram. Moi, je vous recommande de vous abonner au compte Instagram parce que c'est magnifique quand on aime manger, tout ce qu'elle peut manger et goûter tout au long de la semaine. C'est un bonheur à voir. Elle photographie ses plats et c'est bien, vous me présentez comme une ogresse. Hein. Non. Non, mais alors même... aujourd'hui, tu bouffes ça. non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de nourriture. Il y en a beaucoup quand même. Ouais, il y en a beaucoup. Oui. Et voilà, donc j'aimerais bien qu'on commence à aborder ce chapitre-là. Qu'est-ce qui vous a amené comme ça à ce plaisir? Parce qu'on sent bien que c'est un plaisir, on le comprend dans le livre, moi je le vois sur votre compte Instagram, qu'il y a cette espèce comme ça pas d'appétit dog, mais en tout cas d'appétence pour tout ça et de plaisir. Et comment ça vous est venu, si ça vous est venu Alors, est-ce que ça date du Japon? Est-ce que c'est oui. Ça date du Japon, et donc tout simplement là, ça vient de ma famille, ma mère qui était cuisinière. Et donc, c'était quelque chose qui était très, très proche de moi, comme si, justement, comme si j'étais née, je ne sais pas, d'une famille d'apiculteurs. Dans ce cas-là, la vie des abeilles deviendrait très proche de ma vie. Simplement, bien sûr, vous savez, enfin, entre mère et fille, c'est jamais simple. Et en plus, la cuisine, qui est très liée quand même aux femmes. Donc, je me disais, mais jamais je ferai la cuisine, mais jamais je prendrai un métier qui a un rapport avec la cuisine. Donc, et donc, je refusais toujours de faire quelque chose qui a un lien avec... ce n'est pas parce que je n'aimais pas ma mère, mais
Vous voyez, et ça ne fait que finalement 10 ans que je commence à écrire sur les goûts, sur ce qui nous nourrit plutôt. Et c'est comme si, par exemple, je parlais une autre langue que la langue japonaise. Par exemple, je ne sais pas si c'est comme s'il y a un dialecte qui est encore plus proche peut-être que la langue maternelle, que j'avais essayé d'oublier et que finalement ça m'attrapait. Et je me suis rendu compte que c'est finalement une autre, de parler deux langues. Et j'essaie d'utiliser les deux et puis parfois combiner les deux. Et je pense que c'est comme ça que la question de la cuisine est devenue mais vraiment inséparable à la question de la littérature et de la langue surtout. Vous allez précéder mes questions, c'est formidable. Non, mais il y a ça, il y a sur les alors, le livre s'organise donc en 321 courts chapitres qui sont à chaque fois un éclat, un portrait de Beyrouth. Mais il y en a un comme ça, je vais le lire, le numéro 82. À quel moment leur goût devient notre goût ? À partir de quel moment un plat qui vient d'ailleurs entre-t-il dans notre territoire gustatif ? La question des plats d'adoption, partagés par de nombreuses cultures culinaires, mis à part. Je pense à des plats que nous découvrons adultes et qui par la suite intègrent nos repas familiaux, comme un mot étranger à la prononciation difficile, nous devient familier à force de persévérance. Notre langue s'y habitue. Alors là, par contre, je ne vais pas arriver à le prononcer, ça, le... Voilà, qui est un ragoût de volaille à la sauce aux noix pilées et sirop de grenade, plat iranien que j'ai appris il y a 20 ans de cela. Je peux aujourd'hui le réaliser sans recette, il fait partie de mon goût à moi. D'ailleurs, je l'ai servi une fois lors d'une soirée à Beyrouth et une amie française qui habite sur place m'a demandé de lui donner la recette. Elle le goûtait pour la première fois et cela lui a beaucoup plu. Ce mot persan aura été pour elle prononcé dans la bouche d'une japonaise et il deviendra le sien par la suite. Et le chapitre juste après, c'est également la preuve que l'on fait encore vraiment la cuisine. Un plat, lorsqu'il est préparé si souvent qu'il en vient à faire partie de notre langue, de notre prononciation, voilà. On ne peut plus en parler objectivement. Il crée sa langue dans les deux sens. Le plat est inhérent au corps de celui qui le prépare et peut-être plus que les phrases écrites par un écrivain ou au moins tout autant. Donc effectivement, il y a quelque chose de... On a l'impression que pour vous, la cuisine, c'est effectivement la fabrication d'une langue à soi, mais qui tend vers l'universel quand même. Oui, parce que la langue, en principe, est faite pour pouvoir se faire comprendre, n'est-ce pas ? Et donc, pour cela, il y a la grammaire et il y a le moyen d'apprendre. Mais je pense que, donc, pour mon cas, c'était la cuisine. Et l'autre jour, en parlant avec un botaniste, Marc Janson, qui d'ailleurs a fait un livre qui s'appelle Botaniste, et on se disait peut-être qu'on parle finalement de la même chose. C'est comme si lui a une connaissance donc sur le monde des plantes et comme s'il il possédait une autre langue que le français et qui lui permet de voir le monde, enfin de lire le monde d'une autre façon. Parce que, par exemple, je ne sais pas, j'arrive à Toulouse et puis je peux comprendre justement peut-être certaines choses plus que les autres par le moyen de la culture culinaire d'ici, alors que Marc, en regardant ce qui pousse, par exemple, il comprendra plus sur la culture de la région, du climat, et puis donc chacun a le moyen de lire le pays, vient une ville, la terre, et puis aussi, comme vous savez souvent, en fait, par exemple, en ce moment, on parle de plantes prédatrices, vient les migrations aussi des plantes. En fait, on peut parler de la même chose pour les plats qui voyagent, et puis aussi les plats qui envahissent aussi, certains plats en fait qui sont un peu comme les plats, on peut dire prédateurs, et
qui menace là aussi certaines cultures culinaires. Donc, c'est vrai qu'il y a comme ça des parallèles à pouvoir faire avec d'autres connaissances, je pense. Et c'est une langue plus universelle, la cuisine. D'ailleurs, vous pourriez ne pas parler français, moi ne pas parler japonais. On se fait à manger l'un l'autre, c'est une façon de se parler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. À la fois, oui, il y a quelque chose de... Mais à la fois, oui, à la fois, non. Enfin, je sais pas. C'est difficile parce que... quand même, on peut peut-être apprendre plus vite. Par exemple, un étranger peut apprendre plus vite le français, parce que c'est quand même abstrait, que d'aimer vraiment certains plats difficiles à avaler pour quelqu'un qui vient d'une autre culture. Donc, c'est à la fois universel, mais comme il faut apprendre avec notre corps, il y a des moments où, pour certaines personnes, ça fait blocage. Et alors en cela, j'ai envie de vous dire, pourquoi la cuisine libanaise? Qu'est-ce qui vous a attiré qui vous a attiré dans la cuisine libanaise? Parce qu'elle... Bon. Je pense que d'abord, donc c'était une commande donc de la Maison des Écrivains, donc qui m'a invitée pendant 40 jours et on fait un livre. Et bien sûr, je savais qu'au Liban on y mange bien, donc je vais pas refuser cette proposition. Je pense que ça. Bon, il se trouve que c'était le Liban, enfin c'était Beyrouth, mais je me demande si c'était une autre ville. Pour la plupart des cas, je pense que 90%, j'aurais dû vivre. Donc, non, mais parce qu'il y a toujours à lire. C'est vraiment comme un livre. Une culture culinaire, c'est vraiment comme un livre. Et parfois, bon, on est plus tenté par un livre que l'autre, mais toujours, enfin, on a envie d'ouvrir la page. Hein, donc mais c'est vrai que la cuisine libanaise m'intéressait beaucoup. Enfin, surtout dans ce cas précis parce que c'était à Beyrouth et la cuisine d'une grande ville. M'intéresse dans sa complexité parce que c'est comme si donc il y a plusieurs justement langues qui se mélangent et il y a aussi le rapport de pouvoir des langues dominatrices et les langues mineures et il y a certaines préférences pour certaines zones et donc on adopte plus cette langue-là que les autres et c'est toujours très mouvementé et parfois violent mais toujours fascinant. Donc j'avais comme une intuition que, à part du fait que la cuisine libanaise en soi elle est bonne, mais qu'il y aurait beaucoup à analyser et donc beaucoup à écrire et beaucoup à lire et beaucoup à écrire. Parce que on le comprend dans le livre, hein, vous avez déjà une expérience de la cuisine en Iran, de la cuisine syrienne aussi. Donc moi je m'étais dit que ça complétait aussi, c'était une façon en même temps de prolonger ces expériences antérieures sur un même grand bassin, même grande famille de cuisine, on va dire. Et puis une occasion de découvrir aussi quelque chose de nouveau. Oui. Et puis aussi un pays qui est avec beaucoup de diaspora, bien sûr, qui est en soi, qui n'est pas une chose rose, mais en même temps, qui crée beaucoup d'échanges culturels et aussi multiconfessionnel, aussi multiethnique. Donc, c'est un mosaïque, mais absolu. C'est comme si on vous tend l'échantillon d'une centaine de goûts différents et vous dit venez, vous faites manger tout ça. Et je dis ouais, mais je viens. Et qui a fait 321 plats. Ouais. Donc, alors, c'est 321, vous les avez comptés ou c'est Oui, c'était 321
Donc, en fait, ce livre s'appelle 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Et donc, j'étais vraiment 961 heures à Beyrouth. Et pendant ce temps-là, j'ai goûté passé un tiers de votre temps à manger. 321 plats. J'ai compté, enfin, je n'ai pas compté comme ça, mais j'ai compté le nombre de plats qui apparaissent dans mes photos. Et donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres plats que je n'ai pas photographiés. Alors, le livre, vous le concevez justement comme ça, et vous dites que c'est comme ça que vous imaginez un vrai livre de cuisine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recettes comme dans les livres de cuisine traditionnels, et en même temps, le livre est fait que de ça, des rencontres que vous avez faites, et de ce que vous y avez appris, de cette grammaire que vous apprenez comme ça petit à petit. Voilà. La forme du livre, elle a toujours été évidente comme ça pour vous, que ce ne serait pas de toute façon que c'était comme ça que vous voyez un livre de recettes? Oui, déjà, j'aime beaucoup les fragments. Donc, j'ai tendance à comme ça, empiler les petits. Et donc, ce soit lors de Ce n'est pas un hasard, quand c'était en forme de chronique. Et je ne suis pas. Je ne suis pas un écrivain qui peut faire les gros livres. Et donc, c'est par le moyen de petits fragments que je suis arrivée à faire 321 donc, fragments plats, que j'appelle le plat. Et d'une part, ce format m'était assez évident parce que je débarque comme ça dans une ville que je ne connaissais à peine. Il est impossible de faire quelque chose de très ordonné depuis le début. Et au fur et à mesure, je comprends des choses, je découvre des choses, parfois je fais des détours, et il me semblait plus intéressant de montrer ce processus-là, mais en même temps, bien sûr, je l'ai construit. Ce n'est pas dans l'ordre de mon séjour, enfin, j'ai à peu près, et parce qu'il n'y a pas que les observations que j'ai faites sur place, il y a aussi des fragments dans lesquels je compare la ville de Beyrouth à celle de Tokyo. Et curieusement, ces deux villes se ressemblent. Et donc, en fait, ce format était assez pratique pour aussi constituer ce genre de mosaïque qui ressemble un peu à la ville de Beyrouth. Et à un mezzé, finalement, on pioche comme ça des petits chapitres. Voilà, tout à fait. Et donc, j'aime beaucoup cette liberté que je peux offrir aux lecteurs. J'aime pas du tout entrer plat dessert. Oui, donc oui. Effectivement, on circule dans le livre, on peut sauter comme ça des passages, revenir. Il y a des grands ensembles, on reviendra parce qu'effectivement, il y a quelque chose on en parlera plus tard. Il y a d'autres dimensions dans le livre, mais je voudrais qu'on continue sur la tradition culinaire de Beyrouth, parce qu'il y a un moment où vous dites que c'est une tradition culinaire qui est en danger dans la forme qu'elle a aujourd'hui, parce qu'il y a des générations qui oublient les gestes ancestraux. Et il y a aussi, vous parliez de diaspora, mais il y a, ce qui m'a beaucoup intéressé, il y a des petites communautés de femmes éthiopiennes, sri-lankaises, qui sont les domestiques dans les maisons et qui viennent aussi en même temps apporter quelque chose une richesse qui est la culinaire qui est la leur, mais se pose le problème de qu'est-ce qu'elles font de la tradition dans la cuisine au quotidien. Oui. Alors, ce n'est pas que la tradition culinaire est en danger, c'est plutôt qu'ils sentent que la cuisine traditionnelle est en danger. On peut, encore une fois, faire le parallèle avec la langue, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui disent, oui, alors, vous savez, tous les jours, il y a combien de langues qui meurent, mais il y a des gens qui disent, mais pourquoi en fait on met ce métaphore de la vie et la mort à une langue?
est-ce que la mort d'une langue existe? Est-ce que la mort du latin est la naissance du français? Donc donc la cuisine, c'est pareil, c'est en perpétuelle évolution. Et ceux qui croient qui sont aussi, en fait, je sais pas, la cuisine de ma grand-mère traditionnelle, qu'elle était déjà traditionnelle? Donc c'est tout un problème, enfin la question. Mais c'est vrai que je pense que le contexte historique fait que ils pensent que leur cuisine est en danger. Et donc, ça crée certaines... comment dire rigidité aussi, parfois, dans la conservation de recettes qu'ils croient qu'il faut préserver. Alors que, bon, certains, parfois, quand on regarde ces recettes, il y a des produits qui ont été importés, enfin, qui ont apparu dans la cuisine levantine que 20e siècle. Mais aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on croit traditionnel, qu'est-ce qu'on croit originel. Et aussi, comme vous avez dit, donc il y a toute une communauté, enfin, éthiopienne, philippines, sri-lankaises, ces travailleuses domestiques, finalement, et certaines qui apprennent aussi la cuisine libanaise pour pouvoir les servir, mais qui, sans avoir presque jamais l'occasion de leur proposer leur propre cuisine, j'ai demandé à beaucoup de gens et beaucoup de Libanais, alors vous avez des personnels, voilà, à la maison, pourquoi vous avez c'est bon la cuisine éthiopienne? On n'a jamais mangé, mais vous avez cette personne qui est là, mais vous pouvez quand même demander. Il y a aussi ce rapport de pouvoir qui est... Oui, et pourtant les gestes doivent être différents quand même. C'est-à-dire j'imagine qu'une dame sri-lankaise qui fait la cuisine, elle le fait aussi avec ses gestes à elle, avec ses tours de main à elle. Bien sûr. Donc bien sûr. Ça doit quand même colorer la cuisine. C'est en ça aussi que du coup la cuisine elle dévie avec la tradition. En fait, je me disais que peut-être que pour qu'une cuisine on accepte de faire bouger la tradition, il fallait qu'il y ait une maturité de l'histoire de cette cuisine-là. Bien sûr. Je pense que la cuisine française, on accepte d'y mettre du yuzu parce que on sait que on est sur des socles extrêmement solides de tradition justement. Donc on peut apporter. J'ai l'impression qu'au travers de votre livre, que la cuisine libanaise, elle est moins sûre d'elle-même, donc elle se recroqueville sur sa tradition. Oui. Voilà. Alors, oui, et solide. En fait, qu'est-ce qui nous fait dire que par exemple que la cuisine française est plus solide? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de décrits qui existent. C'est simplement ça. Le Japon, par exemple, les Japonais acceptent mais beaucoup de cuisine étrangère, beaucoup de plats. Donc, comme j'ai écrit, enfin, le curry japonais, un Japonais mange le curry une fois par semaine. Donc, ça fait partie maintenant de notre plat. Mais on n'a aucune scrupule, on n'a aucune hésitation. Non parce qu'on est plus ouvert d'esprit, mais tout simplement qu'il y a beaucoup d'écrits, qu'il y a beaucoup de livres qui existent sur le goût, sur la cuisine. Donc, on sait que de toute façon, il y a des traces. On peut toujours revenir dans ces sources, alors que certaines cultures, c'est pas parce que plus que c'est supérieur que les autres, c'est pas ça, mais c'est juste que certaines cultures n'avaient pas
tradition de décrire, les noter des recettes, transmission le orale, système de beaucoup. notation aussi. Voilà, donc sinon, mais je suis sûre que ils se sentent comme ça un peu menacés, non pas parce que qu'il y avait moins d'écrits, mais parce que, bien sûr, il y a toute une tradition de la culture ottomane et levantine qui existe, tout simplement parce que on ne fouille pas assez dans ces documents, je pense. Mm. Et puis, et puis il y a aussi le fait que ça se fait par geste. C'est dans les gestes parce que vous le dites bien, et ouais, ça, moi, je pense on peut tous on l'a tous un peu, dès qu'on est allé manger, ou dans des familles maghrébines ou dans des familles levantines, on mange nulle part le même taboulé, on mange nulle part le même couscous. Et pourtant, ça reste du taboulé, ça reste du couscous. Enfin, voilà, mais en même temps, c'est à chaque fois des expériences culinaires, quand même avec des variations. Donc, on n'y met pas les mêmes dosages et tout ça. Les gestes, c'est très... C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu comme... comment noter la chorégraphie. Donc, bon, bien sûr, il y a plusieurs façons de notation, de partition. Il y a un système aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui s'échappe à la notation toujours. Et c'est quelque chose, et à la fois, c'est quelque chose de, disons, tellement évident, parce que les gestes, il suffit de les montrer. On fait comme ça. Et donc, souvent, c'est quelque chose qu'on ne note pas. Et quand je regarde, ce que je connais le plus, c'est les livres de cuisine japonaise historique, par exemple, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Il y a des façons de faire, mais il n'y a pas de geste. Non pas parce que qu'il n'y a pas de geste, mais que tout simplement, c'était une évidence. Ils savaient comment manier. Et donc, c'est toujours que ce sont les gestes qui s'échappent à la notation. Alors, il y a quelque chose qui transparaît vraiment dans le livre, et je crois que c'est aussi ce que vous allez chercher, c'est les similitudes. Parce que, bon, vous avez bien compris que le livre opère une espèce de triangulation, et moi je trouve que c'est ce qui est vraiment formidable et édifiant dans le livre, c'est que Ryoko part à la recherche de la cuisine levantine par sa propre double culture à elle, de franco-japonaise. C'est-à-dire avec les mêmes... on est à égalité. Il y a la cuisine française, la cuisine japonaise et la découverte de la cuisine libanaise. Donc il y a une espèce de triangulation comme ça. Et vous allez chercher aussi les similitudes. C'est ce qui ressort quand vous dites que la cuisine libanaise, c'est une cuisine qui se compose dans l'assiette, un peu à la manière de la cuisine japonaise. Donc est-ce que c'est ça aussi que vous êtes allé chercher, le côté vraiment asiatique d'Extrême-Orient? Alors, à la fois, c'était, je pense, le but, disons, ce que souhaitait Sharif Majalani, parce que je lui ai demandé pourquoi qu'il m'a choisi, plutôt que les autres, parce que donc dans cette maison des écrivains, il a invité chaque année un auteur ou bien un dessinateur pour qu'on parle de la ville. Et il m'a répondu, jusqu'à maintenant, on était trop centré franco-français. Et je voulais avoir quelqu'un qui nous voit d'un autre regard. Et donc ça, c'était quelque chose j'avais ça en tête déjà, mais souvent, même si je pense qu'il n'avait pas accentué cet aspect, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points communs entre les pays non occidentaux. Donc, par la façon d'assimiler certaines choses bien justement horizontales. Et souvent, on peut comparer. Parfois, on se sent plus proche en y allant dans une ville... par
par exemple, comme Téhéran. Téhéran qui, enfin, justement, paraît très loin de Tokyo et pourtant, je pense qu'on peut aussi constater certaines similitudes du fait que jusqu'à peu près des années 70, on avait à peu près au même niveau de dévolution, urbanisme, infrastructure. Et après, je pense que c'est à ce moment-là que ça dévie. Mais on peut aussi voir, justement, je pense que quand on est, on est architecte, ou bien si on est urbaniste, on pourrait peut-être lire et faire la comparaison très intéressante entre Tokyo et Téhéran, par exemple. Et comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on est parfois plus proche, parce que, comme on dit, on est des orientaux, finalement. Et c'est une extrême orientale qui est allée dans un pays de Moyen-Orient. Donc, parfois, je me sens plus proche de la France, parfois, je me sens plus proche du Liban. Donc, oui, voilà. Alors, il y a quelque chose, alors c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, il y a le livre dans sa première partie vraiment sur Beyrouth, sur la découverte, sur la cuisine, et puis petit à petit, on voit qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui vont irriguer le livre et qui dessinent quand même aussi un autoportrait. Et je crois que vous dites beaucoup de vous au travers de la ville de Beyrouth. Alors, on va parler peut-être un peu plus tard de Fukushima et de l'accident de 2018. Mais avant, il y a cette présence qui irradie, parce que je crois que vous la sentez de façon très forte, la présence des vestiges de la guerre qui a commencé en 1975 et qui a trait aussi avec la question de la nourriture et qui continue à courir encore aujourd'hui. Et les gens c'est quelque chose qui est encore très présent oui. Chez eux. Oui, je pense. Quand je suis allée, donc avant d'y aller, la Maison des écrivains m'a demandé sur quel thème je voudrais aborder, donc pour parler de la ville. Et donc j'ai dit tout simplement, voilà, je voulais parler de la cuisine, des gestes de gens qui cuisinent, les histoires de cuisine que les Beyrouthins racontent. Et il y avait une des membres de la Maison des écrivains qui dit, ah non mais chouette, enfin il y a quelqu'un qui ne parle pas de la guerre, donc qui vient. Et pourtant enfin, ce n'était pas moi qui l'ai abordé cette question. Enfin, c'est trop. Enfin, c'est trop grand. Enfin, je n'aurais jamais osé. Mais puisque donc c'était le but de parler de la cuisine, donc il y avait quelques articles qui sont parus suite à mon arrivée dans les journaux locaux, comme quoi donc il y a une écrivain donc qui est en résidence et qui veut récolter un peu les histoires de la cuisine. Donc les gens sont venus à ma rencontre en disant, bon voilà madame, j'ai une histoire à vous raconter. Et souvent, les histoires qui étaient vraiment marquantes étaient liées à la guerre. C'était quand même assez fou. Mais finalement, une ville, c'est quoi? En fait, c'est une ville, c'est un peu comme une personne. Et c'est une personne qui a vécu dans sa vie 15 ans de guerre. Et enfin, sans parler de d'autres troubles et conflits. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de la personne sans connaître et sans aborder cette question. Et les habitants de cette ville aussi, c'est comme si en fait la ville est une grande personne et puis dedans il y a beaucoup de petites personnes qui habitent et puis qui ont vécu en même temps la même chose. Donc ça les a marqués et à ses habitants et à la ville. Alors là-dedans, il y a un tabou que vous voyez, que effectivement, c'est un point sur lequel ça achoppe. C'est-à-dire que vous dites, oui, la présence de la Syrie, de la cuisine syrienne, et on vous dit non, il n'y a pas. Non, la Syrie, non, il n'y a pas.
Oui, c'était assez flagrant. Vous savez, c'est justement, encore une fois, c'est comme en Iran, on dit oui, non, mais il n'y a pas d'homosexuels. Hein, homosexuels, ils n'existent pas en Iran. Voilà, c'était pas ça, mais j'ai posé des questions en fait sur la cuisine des minorités. Donc, est-ce que, je ne sais pas, il y a des stands même de la cuisine philippine, ou est-ce que les immigrés, par exemple, font leurs courses les dimanches, ou bien le jour de congé, comme moi, à Paris, j'ai quelques magasins où je peux acheter des légumes japonais, par exemple. Et il y a comme ça des micro-quartiers, toujours dans une ville. Et, et la cuisine syrienne en faisait partie, bien sûr, parce que, et souvent les gens disaient, ben non, il n'y a pas de restaurant syrien. Il y a des restaurants où travaillent les serveurs syriens et ça me semblait assez étrange, d'autant plus que je savais que, par exemple, en Turquie aussi, qu'il y avait beaucoup de réfugiés. Il ouvrait aussi des petites stands, ou bien des petits magasins de pâtisserie, ou bien, en fait, en mettant, en fait, finalement, la pâtisserie syrienne et que ça marche. Et donc, ça ne pose pas de problème d'afficher, enfin, il peut y avoir d'autres problèmes, mais en tout cas, ça ne pose pas de problème d'afficher qu'on est des Syriens et qu'on vend des Syriens. Et bien sûr, là, le contexte est très différent, bien sûr. Et donc, ça, je comprends tout à fait. Mais C'est pas possible. Voilà. Donc, c'était ce constat. Et alors, donc là, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, j'aimerais qu'on prolonge un peu. C'est tout cet aspect que vous liez entre la cuisine, qui est un instrument de pouvoir. Oui. C'est aussi un instrument de domination. Là, il y a quelque chose que vous relevez, j'aimerais bien, peut-être, on va voir si c'est un peu long à lire ou pas, mais sur ce que vous dites sur la cuisine féminine et la cuisine masculine. Oui, parce que ce n'est pas seulement enfin, j'ai fait un peu l'avocat de diable, mais ce n'est pas seulement au Liban, mais enfin, ce genre de rapport de pouvoir existe, mais partout. Au Japon, par exemple, vous ne verrez jamais une femme qui fait le souci. Est-ce que vous en avez vu? Jamais, jamais. Enfin, à part, je ne sais pas, vraiment quelques exceptions. Pour attirer le monde, enfin pour dire que oui, alors il y a une femme chez nous, mais sinon personne. Et en fait, il y a toujours le rapport de pouvoir, mais ça se situe toujours des endroits différents selon les cultures. Et aussi, il y a ce genre de symbole que qu'on donne à une culture. C'est-à-dire que, par exemple, le Japon disons, la cuisine japonaise ici en France a une image, même si ce sont des chefs japonais qui le font plutôt que des femmes, plutôt féminine, plutôt sophistiquée, brutale, viandaire, non. Et non, la cuisine, j'aime bien la cuisine japonaise, elle est très saine, elle est très sophistiquée, elle est très délicate. Et donc, ça ne pose aucun problème que la cuisine japonaise fait son apparition, qu'il y ait des restaurants japonais, des chefs japonais de la cuisine française, parce que ça ne nous envahira jamais. Alors que pour certaines cuisines, on fait oh là là, non mais ça on va pas. Enfin, il peut arriver jusqu'ici, mais pas. Tu vas pas faire un pas de plus. Hein. Donc et je faisais toujours. Je disais toujours chaque fois que l'occasion se présente, par exemple, pourquoi. Il y a la cuisine, les cuisines maghrébines en France. Bon, il y a beaucoup de restaurants, mais très, très, très peu de restaurants étoilés où il y a des chefs d'origine maghrébine qui
peut faire le twist un peu enfin il peut tout à fait y avoir un restaurant 12 étoiles de la fusion de la cuisine algérienne et française. Et sauf que ça commence à apparaître. C'est en train d'arriver, voilà. Ça commence à apparaître. Et ça, j'en suis très, très contente. Mais par exemple, quelqu'un comme, je ne sais pas si vous connaissez un chef, Maurice Sacco, qui est donc jeune chef d'origine sénégalaise et malienne. Ça n'avait jamais existé. Donc alors qu'il a décroché une étoile. Et ça commence à apparaître, mais avant, vous pouvez ouvrir toujours des boui-boui, enfin sympathiques, vendre des couscous, mais pas plus que ça, quoi. Jamais, voilà. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a l'impression en France de faire la meilleure cuisine du monde. Oui, mais pourquoi donc justement, pourquoi vous acceptez qu'un chef japonais justement qui décroche une étoile, 12 étoiles, parfois 3 étoiles, et pas un chef d'origine marocaine par exemple. Voilà, donc c'est. Oui. Alors je vais quand même lire ce chapitre parce que sur la cuisine masculine et la cuisine féminine que je trouve vraiment très savoureux. Alors. On pourrait dire que la France accepte tous les cuisiniers étrangers, toutes les cultures culinaires, à condition qu'elles deviennent plus féminines que la sienne. Je parle évidemment de la symbolique. Au Japon, à l'époque Han, du 8e au 12e siècle, on considérait comme un pays vassal de la Chine, à l'époque de Japon, donc se considérait comme un pays vassal de la Chine. Les espaces officiels étaient ornés de peintures de style chinois et les documents administratifs étaient tous rédigés dans cette langue. À l'inverse, les femmes utilisaient une écriture japonaise, forcément plus féminine, et les espaces qui leur étaient dédiés étaient décorés à la japonaise. Exception faite de ces rapports de vassalité, un pays se perçoit généralement comme masculin. J'ai ainsi constaté que les autres cultures culinaires ne pouvaient faire leur entrée en France qu'à condition de modifier quelque peu leur image. Ainsi, la cuisine libanaise devient moins spectaculaire, plus cosy, plus healthy. La cuisine italienne devient la cuisine de la mamma par excellence, ce n'est pas faux, mais l'autre cuisine italienne, si elle est minimisée en France, existe bel et bien. La cuisine impériale chinoise, à quelques rares exceptions près, n'a jamais pu trouver sa place, alors qu'on trouve à Paris d'innombrables street-food chinois. Que la cuisine japonaise et les chefs japonais soient adulés presque sans condition ne pose aucun problème, car cette cuisine est féminine, fade, maigre, délicate par nature. Elle ne présente aucune menace de domination, même si on la couvre d'éloges. D'ailleurs, j'ai assez souvent remarqué que les restaurants libanais à Paris n'avaient pas la même clientèle selon qu'ils sont pour les Français ou pour les Libanais. Les premiers plus décontractés, plus ouverts au mariage des goûts, sont parfois considérés par les Libanais comme occidentalisés, frivoles et donc presque vendus, une femme facile, alors que les seconds continuent à remplir la fonction traditionnelle à l'oriental, fidèles à leurs aïeux. Voilà, il y a ce rapport de pouvoir et de domination qui passe aussi par la cuisine. Et puis, ce n'est pas seulement enfin, ça date pas d'hier, c'est toujours comme ça, enfin, historiquement, et c'est aussi pour ça qui est intéressant à décrypter, parce que ça parle, enfin, ça en dit long sur une culture et sur une société aussi. Il y en a un autre que je vais lire aussi. Non. Ça va, il y en a 321, donc... C'est celui, parce que je trouve, il est vachement, là aussi, donc quand on va les chercher comme ça, c'est vachement intéressant, c'est celui sur l'ail. Oui. On va voir où ça va se loger, vous allez voir. Cela me rappelle une histoire que m'a racontée Liliane Giraudon, une poète marseillaise. Sa mère travaillait pour une famille d'aristocrates de la région d'Aix-en-Provence, et dans le manoir, l'ail était considéré comme un aliment roturier. Naturellement, le personnel avait également interdiction de le consommer. Au retour de leur congé, les domestiques rapportaient souvent avec eux les gousses d'ail cachées au fond de leur poche, et dans la cuisine, ils en râpaient quelques fines tranches sur leur assiette, juste avant de le déguster. Elle m'a aussi appris qu'on disait aux Juifs, en guise d'insulte, qu'ils sentaient l'ail. Les Japonais insultaient de la même manière les Coréens qui vivaient au Japon. Donc c'est à peu près universel aussi, ça. Ah bah oui, oui. C'est pour ça que c'est une langue aussi. Donc ça, oui, c'est une langue en fait dotée de nuances, dotée de symboles, dotée de sous-entendus aussi, de tabous, bien sûr. On continue à explorer ce côté d'autoportrait que vous faites de vous, parce que
Ça aussi, plus on avance dans le livre, plus on se rend compte que vous faites... Il y a en écho à ce que vous dites sur la guerre du Liban, par exemple, ça va vous rappeler aussi des moments de la Seconde Guerre mondiale au Japon, mais c'est beaucoup plus flagrant quand vous mettez en lien d'un côté la triple catastrophe à Fukushima avec l'explosion à Beyrouth, où là on sent qu'il y a vraiment il y a un effet, pas de ricochet, mais d'écho très fort chez vous, dans la façon dont vous... Alors que vous avez, je le redis, la ville, vous y êtes allé, c'était avant. C'était en 2018. Oui, c'était 2018. Et c'était l'année dernière, l'explosion dans le port de Beyrouth. Oui, donc c'est quand j'ai écrit Ce n'est pas un hasard, donc sur la triple catastrophe de 2011, je n'étais pas au Japon non plus avant lors de la catastrophe et c'est un livre qui parle un peu de la veille de catastrophe, parce que la veille de catastrophe, enfin, on ne peut jamais savoir si on est à la veille de catastrophe. Par exemple, enfin, je ne souhaite pas, mais peut-être demain il peut y avoir quelque chose, mais on ne sait pas. On ne peut jamais savoir. Et bien sûr, quand j'étais à Beyrouth, au moment d'avoir écrit noté, disons, une partie de ce qui constitue ce livre, je ne savais pas de tout ce qui allait se passer après, ni Sharif Majdalani, ni je pense que, bon, bien sûr, les Beyrouthins se plaignaient du gouvernement, ils critiquaient une sorte de dégringolade, mais bon, je pense que personne, enfin, cette explosion, personne. Et mais après, une fois que l'explosion s'est produite, ce n'est justement comme l'accident de Fukushima, ce n'est pas un hasard. Il y a des éléments qui sont accumulés qui fait que cette chose s'est produite. Donc il y a toujours une évidence, mais jusqu'à ce que ça se produise, on ne sait non. Et donc cette comparaison. C'est une comparaison, disons, malheureuse, parce que et pour l'un et pour l'autre, personne n'a souhaité de vivre ni Fukushima ni l'explosion de Beyrouth et moi le premier, mais puisque ça s'est produit pendant l'écriture, bien sûr. Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir si je vais publier ce livre d'abord et ensuite sous quelle forme, quel moment on arrête le livre et l'écriture. C'était pareil pour les deux cas, parce que pour l'accident de la centrale, donc j'étais en France, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de parler de Fukushima alors que je suis en France? En fait, quelle légitimité? Et pareil, je ne parle pas d'explosion, justement, mais est-ce que au moment où il y a l'explosion, après avoir... Enfin, pendant que les Beyrouthins sont en train de vivre, après l'explosion... Est-ce que enfin, quel sens de publier un livre sur la cuisine, oui. sur ce qui était avant cette ville qui jouissait d'une sorte d'insouciance aussi, avec tous ces problèmes qu'il y a, comme dans tous les pays. Donc voilà, c'est ce genre de questions éthiques en fait qui se. Ben, moi j'ai l'impression que vous y répondez quand même, parce qu'il y a tous ces chapitres qui sont très très beaux et pour le coup je trouve émouvant parce que en fait effectivement Ryoko ne dit pas. Ne met pas en corrélation directement les deux catastrophes, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure des chapitres comme ça arrive comme ça monte, et puis elle se met à parler de la catastrophe de 2011 au Japon. C'est pas mis directement en corrélation
noir sur blanc. Mais à vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte de ce côté autobiographique. Ça se prend tout le monde quand je dis ça. Et tout le monde m'a fait cette remarque qu'il y avait une amie qui a dit, ah oui, non, mais c'est le livre le plus intime que tu as écrit, des choses comme ça. Mais à la fois, je pense que je voulais pas, enfin, à part cette histoire de catastrophe, dès le début, je ne voulais pas faire un livre, disons, qui se veut neutre, abstrait, parce que le regard de quelqu'un n'est jamais neutre. Quand on décrit quelque chose, bien sûr, il décrit avec son regard, avec son regard, enfin, avec sa culture, on ne va jamais de façon neutre. Et donc, c'était une sorte de, si j'ose dire, une honnêteté de ma part, de me présenter. Je suis là, je vais pas écrire. C'était comme si j'étais face à cette ville et comme une interview. Et alors, je voulais vous interviewer. Alors, je m'appelle et je suis journaliste. Et est-ce que vous permettez que je vous pose des questions? Et c'était un peu ça. Donc, bien sûr, c'est plus honnête, c'est plus sincère de me présenter. En fait, c'était ça. Et c'était comme si, par exemple, je faisais une longue interview à cette personne qui est la ville. Et au fur et à mesure, elle me raconte des choses. Et aussi, ces paroles, de ces rencontres me transforment. Et donc, parler de cette personne, c'est aussi, je ne peux pas parler de la personne sans parler de ce qu'il a fait sur moi. Oui. Ça fait partie de ces rencontres, de cette personne, je pense. Mais ça, c'est parce que pour vous, faire la cuisine et partager la nourriture, c'est une cristallisation des moments. Ça, vous le dites, c'est peut-être le moment le plus intime quand vous parlez de la cristallisation. Bien sûr, c'est-à-dire, vous vous souvenez. Enfin, c'est pas pour rigoler, mais on peut empoisonner une personne, on peut partager une. Mais aussi, qu'est-ce que c'est de partager? Enfin, j'ai toujours l'impression que, par exemple, supposons que qu'on mange dans le même plat, enfin, ce qui est pas très Covid-friendly, mais demain, il y a une partie de cellules qui sont constituées de même aliment que quelqu'un a fait, et donc qui vient de cette personne, et qui vient de... Et donc, il y a toujours, tous les jours, il y a une sorte de, comme ça, de partage d'une chaîne presque infinie. Et dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas anodin. Et manger dans une ville, c'est comme si on entrait justement à la fois faire une interview, mais aussi être dans le corps de la ville et accepter de ce qu'elle nous offre, qui peut être aussi dangereuse, bien sûr, mais parce que non parce qu'elle est toxique, mais qu'elle risque de nous transformer, pour du bien, pour du mal. Mais à partir du moment où on dit que, bah oui, j'accepte ce que tu me prépares, il y a une multitude d'opportunités aussi, de changement, si on veut du changement, bien sûr. Et je pense que c'est dans ce sens-là que la cuisine, manger dans une ville qui n'est pas la nôtre, et tous les jours, mais c'est en soi une aventure. C'est les mains tendues, ça. Ah, c'est ce que vous dites. Il y a quelques chapitres comme ça sur les mains tendues qui sont aussi très, très beaux. Et parce qu'en fait, c'est ça que au départ, c'est ça que vous cherchiez dans Beyrouth. C'est pas tellement
C'est les aventures humaines qui, plus que la cuisine, est un vecteur d'aventures humaines. Mais la cuisine n'est jamais, enfin, est inséparable. Parce que la cuisine n'existe pas sans les. Un plat est toujours fait par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qu'on voit, qu'on voit pas, qu'on vous ignorer, justement, mais c'est toujours fait par quelqu'un. Et bien sûr, de ces ingrédients aussi qui sont faits par quelqu'un, des produits aussi. Donc, même un plat simple qui est fait de, je sais pas, de 3 ou 4 ingrédients, il y a au moins une vingtaine de mains qui voulaient bien vous donner ce qui vous nourrit. Je trouve ça. Enfin, la cuisine, que ce soit pendant le voyage ou non, c'est 3 fois par jour d'aventure énorme. Oui, Merci pour votre livre et merci à vous. Merci. It brings a tear into my eye. Le roman de Ryoko Sekiguchi, 961 heures à Beyrouth, est publié aux éditions POL. Ryoko Sekiguchi est l'auteur d'une dizaine de livres en français et en japonais, parmi lesquels Le curry 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure en 2021, Nagori chez POL en 2018, Le Club des Gourmets également chez POL en 2013. Cette rencontre a été enregistrée mardi 8 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. I sit and cry just like a child.